doute l'identité de leur détenteur. Et là, j'ai une différence d'appréciation par rapport à mes collègues LR, puisqu'il ne s'agit pas d'un contrôle d'identité, mais d'une vérification, et c'est bien différent quand on sait les effets qui s'attachent au contrôle d'identité. Et je ferai un parallèle avec la vente de produits, d'alcool aux mineurs, par exemple. Et il me semble qu'au regard des enjeux de santé publique qui s'attachent au contrôle des justificatifs exigés et à leur authenticité, aucun caractère disproportionné ne peut être reproché à ces dispositions. L'article 2, plus technique, qui étend les finalités des systèmes d'information mis en œuvre pour suivre l'épidémie de Covid-19 au suivi et au contrôle des mesures de quarantaine et de placement à l'isolement, pouvait peut-être nous inquiéter a priori, puisqu'il permet aussi aux services préfectoraux de recevoir les informations, c'est vrai, strictement nécessaires à l'exercice de ces missions. Mais compte tenu de la précision apportée par le projet de loi à la suite de l'avis du Conseil d'État qui fait désormais référence au contrôle du respect de l'obligation de dépistage imposée aux personnes faisant l'objet de mesures d'isolement et de quarantaine, ces dispositions n'appellent pas d'observation particulière de la part du MoDem qui les soutient. Je ne ferai pas de commentaires plus avant sur le dernier article qui est étranger à la gestion de la crise sanitaire et dont nous devons nous féliciter puisqu'il prévoit un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention sur les prolongations des mesures d'isolement et de contrainte au-delà d'une certaine durée déterminée par la loi. Le MoDem apportera donc son plein et entier soutien au projet de loi, donnant acte au gouvernement de sa gestion à la fois efficace, pragmatique et proportionnée d'une épidémie à bien des égards inédite dans l'histoire de la santé publique et surtout évolutive. J'aurais une question toutefois, Monsieur le Ministre. J'observe que nous avons déjà buté le 15 mars 2020, c'était le premier tour des élections municipales, sur l'écueil de la démocratie. Avez-vous dès maintenant prévu des procédures particulières pour que les élections d'avril et de juin 2022 puissent se tenir aux dates prévues, sans risque majeur pour les Français en cas de vague de l'épidémie au moment des élections? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe socialiste, Madame Cécile Untermaier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de la Santé, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Donc ce présent texte, si cela a été dit, vient pas modifier le Code de la santé publique à son article 3, faisant application de la décision sur QPC du Conseil constitutionnel, confortant le rôle du JLD dans les mesures d'isolement et la contention dans les hôpitaux psychiatriques. Ça n'est pas simplement une question de censure du Conseil constitutionnel, c'est bien une exigence concernant le rôle du JLD dans les mesures d'isolement et de contention, et c'est en cela que cet article 3 est important. Sur le texte lui-même, le texte de loi qui nous rassemble ce 29 décembre, nous ferons 3 observations. La première, c'est que près de 90% de la population éligible se situe dans un chemin vaccinal complet. Ce taux cache d'importantes disparités territoriales. Il reste 10% de personnes qui ne sont pas dans ce chemin, 5 millions de Français, 4 millions d'adultes, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre. La frilosité par rapport au vaccin ARN est toujours là. Nous n'avons pas constaté une augmentation significative des primo-vaccinés à la suite de la dernière intervention du Président de la République et malgré la déferlante Omicron. Cette résistance se cristallise, à notre avis, sur des arguments qui méritent d'être davantage discutés. Et le projet de loi ne traite pas de cette fracture que nous ne voulons pas dans notre société. Les non-vaccinés ne sont pas nos ennemis. Les 9 millions de personnes qui n'ont plus de médecin référent et qui renoncent aux soins avec une aggravation significative ces dernières années s'inscrivent très certainement pour partie dans cette frange rétive de la population à un vaccin que le professionnel de santé, en confiance, n'est plus là pour en donner les motifs scientifiques pouvant emporter son adhésion. Beaucoup attendent le vaccin Novavax ou Valneva, distinct du vaccin ARN. Que pouvez-vous nous en dire, Monsieur le Ministre? Que pouvez-vous nous dire aussi des campagnes de rappel qui confortent le doute de certains sur l'efficacité des vaccins actuels, avec un rappel tous les 3 mois? Pour mon groupe, le vaccin reste un outil essentiel, nous l'avons dit de manière très claire, de la lutte contre cette pandémie. Nous l'avons toujours défendu pour des motifs scientifiques, sans trouver de raison de le mettre en doute. Efficacité vérifiée par les scientifiques pour limiter la contagion et la gravité de l'état de santé des personnes contaminées. 3 doses de vaccin protégeraient de l'infection à 75% contre les formes sévères. Solidarité envers les malades sévères, souffrant d'un cancer, victimes d'un infarctus ou d'un accident. Devoir moral individuel et devoir moral des pouvoirs publics.
lesquels doivent préserver cet accès aux soins des plus fragiles. Aide donc à la gestion des flux dans les hôpitaux pour les malades, pour les professionnels de santé, quelle que soit l'analyse critique que nous pouvons faire de la politique de santé publique hospitalière. Il est par ailleurs constant qu'une petite minorité des cas graves hospitalisés sont des personnes non vaccinées. C'est aussi la limitation de l'apparition de nouveaux variants. Ce pass vaccinal, toutefois, doit s'accompagner d'un travail d'explication. Mais la présente nouvelle règle sera contre-productive si elle n'est pas accompagnée d'un respect accru des gestes barrières, les masques à l'intérieur, la distanciation, et nous regrettons que le texte ne le dise pas de manière plus claire. Une question, Monsieur le Ministre, si vous permettez, la part de passe sanitaire liée à un test négatif est introuvable sur Internet. Nous souhaiterions connaître la part de population qui va perdre son passe sanitaire au 15 janvier, qui n'a donc pas envie de s'isoler de toute vie sociale, mais qui n'a pas encore engagé le chemin vaccinal. La question de la lutte contre la fraude, évidemment, appartient au pouvoir public et l'arsenal pénal doit être à la hauteur. Pour nous, il existe déjà. Les professionnels que sont les restaurateurs, les organisateurs de foires, etc., ont suffisamment à faire, à notre avis, en s'assurant d'un chemin vaccinal complet de leurs clients. Nous nous opposerons à la mesure qui leur impose de se substituer aux forces de l'ordre et de contrôler en cas de doute les cartes d'identité des clients. Outre le fait qu'il est difficile de comprendre quand le doute s'impose, ce n'est pas leur formation, ce n'est pas leur rôle, et les litiges potentiels requièrent une formation que l'on reconnaît aux officiers de police judiciaire. En conclusion, deux remarques. La première, ces mesures vont dans le bon sens. Selon nous, elles sont tardives et nous le craignons insuffisantes. À titre d'exemple, un couvre-feu le 31 décembre dans les secteurs à forte incidence méritait d'être plus sérieusement envisagé lorsqu'on sait qu'un jeune sur 30 à Paris est testé positif au Covid, soit un taux d'incidence de 3 000 pour 100 000. Enfin, seconde remarque, la pandémie exige une réponse mondiale qui passe par la levée des brevets et de l'accès facilité aux vaccins de l'ensemble de la population de la planète. Le président de la République a manifesté cette volonté de travailler dans cette voie aux côtés de Joe Biden il y a plus d'1 an. C'est aussi le volet européen avec l'action des États pour une vaccination la plus large possible au niveau mondial, notre salut commun.